Mesdames, Messieurs, bonjour et bonne évasion. Vous nous rejoignez sur CCTV, ce magazine kiosque, ce premier numéro de la semaine qui va revenir sur l'actualité. Elle est très saillante au niveau sécuritaire. Vous avez suivi tout le week-end la réunion du Conseil supérieur de la défense autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le ton, en tout cas, est clair. 48 heures pour l'ambassadeur rwandais, Vincent Karega, de pouvoir quitter la République démocratique du Congo, certainement qu'il va quitter aujourd'hui. Finalement, la décision est tombée. Il va pouvoir, ces diplomates rwandais, quitter. Pendant ce temps, sur les théâtres de bataille, les vents tournent en faveur de nos forces armées de la République démocratique du Congo qui consolident encore leur position. On parle de violents affrontements tous les week-ends autour de Kiwanja, tout comme également au niveau de Djomba. La situation, vraiment, elle est très volatile dans cette partie du pays avec ces cortèges humanitaires, déplacements des populations. On en saura davantage dans cette émission avec les commentaires de professionnels des médias. Je rappelle qu'il y a eu des manifestations ce matin dans les chefs-lieux du Nord Kivu, plus précisément à Goma. La population a investi donc le riz de la capitale provinciale pour désapprouver cette agression rwandaise labellisée M23. On va revenir sur ce débat général à l'Assemblée nationale le vendredi. Le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel, avait fait l'économie générale de ses budgets, 14,6 milliards de dollars américains pour ces budgets. La ventilation, on parle des budgets équilibrés en dépenses tout comme en recettes. Quelles sont les rubriques, quelles réformes? Le Premier ministre sera encore à l'Assemblée nationale demain mardi pour répondre aux préoccupations des députés élus légitimes du peuple congolais. On va se limiter là pour aujourd'hui. C'est crash, en tout cas mauvais temps pour les Léopard 2 de la République démocratique du Congo, U-23. L'avion a failli cracher, mais finalement, les Léopards sont allés courber les chines face au Fennec d'Algérie. Et belle opération à l'entame. On avait déjà gagné par 4 buts à 1. Les Léopards sont donc qualifiés. Jeannette Kanina, bonjour. Bonjour cher Serge, merci beaucoup. Triste nouvelle hein, pour ces Léopards. Ah non, triste nouvelle, mais j'avais appris que la FECOFA s'apprêtait déjà pour demander, je crois, un décalage de 2 jours pour que ce match ait lieu finalement. Je sais pas. On a finalement joué les dimanches, on a perdu par 1 contre 3. Ah, désolé. Oui, oui, mais désolé. Finalement nous avons la qualif. Ah, oui, c'est le plus important. Oui. Mais c'est quand même regrettable parce que, vous savez, le secteur de l'aéronautique, c'est un secteur qui a connu beaucoup de soucis par le passé, beaucoup de crashs et tout. On a connu la calmie, il n'y a plus de crashs, le ciel est redevenu blanc. Mais je crois qu'en ce qui concerne l'entretien des aéronefs, il est très important que le ministre y veille particulièrement parce que ça va aussi de la crédibilité au niveau de l'OASC. C'est très important pour l'autorité des tutelles de pouvoir faire un suivi régulier là, sur la question. Très bien, ça c'est très important ce que vous venez de dire, mais il faudra aussi que du côté de la FECOFA, qu'on soit professionnel. On ne peut pas faire voyager les enfants d'autrui à bord d'un cercueil volant. Franchement. Qui a négocié ces marchés? On apprend que du côté de la FECOFA, il y aurait des rétrocommissions. Il fallait plutôt commencer par chercher soit Congo Airways ou soit encore, maintenant on prend Air Kassai. C'est vraiment, excusez-moi, je n'ai rien contre cette entreprise, mais on devrait mettre du sérieux au niveau de la FECOFA sur cette question-là. Eric Izami, pour la deuxième présentation. Bonjour Eric et bienvenue à vous. Bonjour Serge, bonjour. Vous placez un mot sur ces crashs Ah ben, vous avez tout dit ou presque. Hein. Comment peut-on accepter dans un pays qui se veut sérieux que d'avoir des cercueils volants? Nous sommes un grand pays, nous sommes vus comme étant un leader. Il nous faut mettre quand même du sérieux dans ce que nous faisons. Alors dans ça, tout part de ce que nous avons comme considération de l'autre. Est-ce si c'était nos propres enfants, allions-nous accepter de leur faire voyager dans ces genres d'appareils? Très bien. C'est la question qu'il faut se poser. Votre question de maire. Troisième invité, plateau plein, Eric. Un autre Eric, lui c'est pas Izami, c'est Wemba. C'est notre ami désormais de chaque matin, de chaque lundi. Eric, bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Bienvenue à vous. Hein. Merci pour l'invitation et je salue les confrères, Eric Izami.
un ancien collègue du collège Notre-Dame. Très bien. Peut-être que vous ne le savez pas. Merci. J'étais quand même son aîné parce que moi j'étais en 5e, lui il était en 4e. J'ai salué ici. Merci beaucoup. J'ai voulu ouvrir une confidence. Cher frère. Merci beaucoup. Allez, vous avez la parole. Mais pour les problèmes des avions, il n'y en a pas. On est allé chercher avions parce que les Congo n'a pas assez d'avions. Les grands Congo. On a voulu limoger tout un ministre parce qu'on n'achète pas des avions. Nous avons un Tshisekedi qui est au pouvoir pendant plus de 4 ans. Air Congo, ils avaient 9 avions. Non, il faut le dire, c'est ça la vérité. Même dans la motion, on a dit que ce n'est pas les ministres des Transports qui achètent des avions. Il faut que l'État puisse libérer l'argent au niveau des ministères des Finances pour acheter des avions. Comment un grand pays, quand nous voulons être grands, on doit être grand dans tout. Donc, à Vézaté, il faut aller chercher, je ne sais pas, un Kimbambala. Donc, on ne doit pas bricoler. Peut-être avec des esprits des morts. Mais volant comme ça, là, vraiment, je ne sais pas si vous imaginez les dangers. Vous gardez les micros. Il faut acheter les avions, monsieur le président de la République. Merci beaucoup, Eric. Là, il y a beaucoup, parce qu'on a fait des calculs ici. Matata a fait des bons calculs. C'est qu'on donne. Parce que quand on parle de la réduction du train de vie de l'État, les gens pensent qu'on exagère. Quand on a donné des palissades aux sénateurs et aux députés, on a dit non, si on met cet argent, on peut acheter autant d'aéronefs pour les Congo. Nous devons savoir choisir aussi les priorités au Congo. Ce n'est pas normal qu'un grand pays comme le Congo puisse avoir les problèmes d'avion. Ce n'est pas normal quand même. Merci, Eric Wimba. Est-ce qu'on a évolué? Parce qu'avec Kabila, nous en avons eu à Congo et mais on n'en a pas assez. On devait même aller entretenir nos avions. J'ai vu un conseil des ministres où le président dit non, il faut prendre des mesures pour que Congo Heureuse n'aura pas d'avion. Nous sommes dans un pays où on attend que les situations s'empirent. Hier, j'ai marché à Kinshasa. Pour arriver chez moi, c'était terrible. Mais qui font les Ngobila qui font des bruits à Kinshasa? Est-ce que vous avez vu la situation d'hier? Merci pour votre bien là. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on attend donc? C'est-à-dire que j'ai comme l'impression qu'on n'est pas gouverné. Allez, vous gardez les micros, Eric, parce qu'on va chercher un peu à en savoir davantage sur cette guerre à l'est du pays. Apparemment, les choses sont allées vite. Non, la guerre à l'est a plusieurs enjeux. Il y a les enjeux internationaux. Parce qu'il faut savoir que cette guerre n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis toujours. Mobutu est parti dans ces pays. Moi, je crois que ça doit être sérieux. Mobutu est parti dans ces pays tout en disant, Laurent Désiré, tu viens là parce que tu donnes à ces gens-là de l'or et des diamants et consorts. Ils vont te poignarder comme ils m'ont fait. Mobutu en partant, c'était sa dernière parole. Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir, il amène tous ces mondes-là. Tout ça, les anglo-saxons là, les mafias là. Il a signé des accords avec eux. Quand ils arrivent à Kinshasa, il dit non, écoutez, ces accords-là, je les avais signés quand j'étais rebelle. Maintenant, je suis chef de l'État, on doit réviser. Vite, il y a eu une guerre là-bas. Joseph Kabila, porté par l'Occident, à un moment donné, face à Jean-Pierre Bemba. Il vient, il commence avec les contrats chinois, les codes miniers. La guerre commence. Félix Tshisekedi arrive. À un moment, il était un bon élève de l'Occident. Aujourd'hui, nous savons que l'enjeu principal, c'est la vente des blocs de produits pétroliers. Comment il s'appelle? Kerry est venu même à Kinshasa pour ça. Ça veut dire que depuis 60, l'Occident n'a jamais voulu que le Congo soit le maître de son destin. L'enjeu principal de cette guerre, les Rwandais ou les familles M23, ne sont que les arbres qui cachent la forêt. Le Congo est victime d'un complot international. Depuis toujours de la mafia internationale qui instrumentalise cette guerre. Ils n'ont jamais voulu que les Congolais soient maîtres de leur destin. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, moi, je ne suis pas d'accord avec Tshisekedi. Au-delà de nos contradictions internes, je l'ai toujours dit, je le répète, dans cette situation, nous devons faire comme le général Tshisekedi. Mais c'est le président Tshisekedi. Nous avons des désaccords. Je souhaite même que vous n'ayez pas un deuxième mandat. Mais pour les cas échéants, je mets tout de côté notre adversité. Pour qu'ensemble, nous faisons un front commun pour défendre la République. Il ne s'agit pas de défendre Tshisekedi. On risque de disparaître. Parce que les gens ne comprennent même pas l'enjeu de cette guerre. J'ai comme l'impression, même notre ministre Nebédia ne comprennent pas l'enjeu de cette guerre. La guerre est là, c'est un complot. Les Congolais ne doivent pas être. L'enjeu principal aujourd'hui, c'est des blocs pétroliers. Cette décision suicidaire que l'Occident considère que Tshisekedi, pour que ces ressources, j'ai vu Bamaïs Bazaïba, qui dit, en réalité, nos richesses ne doivent pas continuer à être des ornements qu'on doit regarder. Ça doit profiter aux Congolais. Ces gens n'ont jamais voulu que nous soyons maîtres de notre destin. Les Occidentaux, notamment les grandes puissances qui parlent la langue anglaise, les Américains, ont choisi les Rwandais, comme ils ont choisi l'Israël au niveau du Proche-Orient, pour une domination ici, dans la région des Grands Lacs. La guerre a cet enjeu-là. C'est pourquoi moi j'encourage le président de la République. Encore qu'il fallait un débat, notamment la loi de programmation militaire, où 1 milliard va être décaissé. Et nous l'avions demandé ici, j'ai comme l'impression quand même qu'ils nous écoutent. Même si des fois on nous trouve excessifs par nos amis comme Jenny Kanino nous écoute. Des fois. 1 milliard de dollars, c'est ça. Je m'oppose moi
à ce fameux plan de sortie de crise de M. Vital Kamerhe. Nous n'en voulons pas. Le Congo a une vocation de puissance. Nous ne sommes pas là pour être l'M23. La solution à la guerre de l'Est, elle est militaire. Il faut nous armer. Ça, c'est de un. Mais deuxièmement, c'est que, oui, Monsieur le Président, maintenant que nous voulons cette union sacrée, la vraie, pas celle qui consiste, que Tshisekedi puisse avoir un deuxième mandat, non, la vraie, qui va défendre la patrie, il faudra que, comme à l'époque, quand Kabila est venu, Tshisekedi père a posé quand même une question. Vous le savez. La facture. La facture. Parce qu'il y a eu des accords qui ont été signés. Et que Tshisekedi doit nous mettre tous ces accords sur table. Qu'est-ce qu'ils se sont dit avec ces gens-là, avec Kagame et comment amener pour qu'on en arrive là? Et là, je termine, parce qu'on épingle trop le Rwanda. Le président Tshisekedi doit aussi nous éclairer sur un point, je termine là. Oui. On vient d'ouvrir par rapport à cette guerre la frontière avec l'Ouganda. Quel jeu joue l'Ouganda aujourd'hui? Que nous avons appelé pour combattre les forces armées, qui visiblement continuent à soutenir les M23. Et nous, c'est seulement Karega. On oublie qu'il y a un ennemi. Et Lutundu vous l'a dit, que les M23 est entré grâce à l'Ouganda. Mais l'Ouganda a un rôle mitigé. Là aussi, nous demandons au président Félix Tshisekedi de clarifier sa position. Pour avoir la ligne. Hein. Oui, nous n'avons plus besoin des sous-Ougandais là. Nous allons défendre notre République. Isa, il n'a pas besoin d'eux. Les Kenyans, les Ougandais comme ça. Les amis, j'adhère totalement. Le problème avec nous, ce n'est pas qu'on se trompe des alliés ou on ne sait pas embrasser les alliés. Vous savez que l'Ouganda est de mèche avec ces terroristes du M23. Vous savez que le Rwanda est de mèche. Pourquoi vous allez encore embrasser l'Ouganda? Pourquoi ne pas chercher d'autres partenaires? Pourquoi ne pas chercher d'autres alliés? Oui. Vous adhérez d'abord à ce que les oui, dit. Mon aîné Eric Wemba, j'adhère dans ce qu'il dit, mais seulement je voudrais rectifier quelque chose. Hein. Nous parlons le même langage. Les autorités au niveau national comprennent réellement aussi les enjeux. Dire ici que le ministre de la Communication et Médias n'en comprend rien, ça sera exagéré. Encore faut-il expliciter la pensée du ministre et par devers l'ensemble du gouvernement. Le ministre voudrait que nous sachions aussi parler du bien de nous, pas seulement au niveau du gouvernement, mais à toutes les échelles, de petite jusqu'au grand. Et si nous sommes unis, comme il venait de le dire, nous serons vraiment renforcés à l'interne et notre force interne pourra rejaillir sur ce que nous devons embrasser au niveau externe. Le vrai problème que nous avons 9 voisins, mais nous sommes perçus comme étant une femme qui est convoitée par tous. Et c'est comme ça que moi, je suis de ceux qui pensent que le sage, c'est celui qui devra compter sur ses propres efforts, d'abord, avant de penser aux autres efforts qui pourront venir. Dans ce qu'il dit vrai, nous devons consolider ce que nous avons comme talent à l'interne. Embrasser X ou Y, c'était aussi un peu par rapport aux enjeux qu'il y avait à ce moment-là. Nous avions été président de la communauté africaine, et puis après aujourd'hui de la CAC, etc. Nous ne devons pas non plus donner une mauvaise image de nous. C'est vrai. Mais à l'heure actuelle, ce que vous dites là est vrai. Nous devons taire nos divergences au niveau de la maison, nous consolider à l'interne, et puis aller. On a vu ça, même ailleurs. Il n'y a pas longtemps, le président Macron a reçu Sarkozy et Hollande. Tout le monde sait que Hollande est de gauche, pendant que Sarkozy est de droite, et lui, Macron, a été un peu centriste. Il a fait la jonction des deux pôles. Mais c'est pour parler de la République. Notamment, ils ont un problème par rapport à la Russie qui ne sait pas leur vendre le gaz. Mais ils parlent de ça. Mais chez nous, généralement, ce qui arrive, c'est quoi? Vous êtes au pouvoir, tout ce que celui qui est en dehors du pouvoir dit est contre celui qui est au pouvoir. Maintenant, nous voulons voir tous nos leaders. Je cite ici le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le président ancien, Joseph Kabila Kabange, Moïse Katumbi Chapwe, Martin Fayoulou, Vital Kamerhe, toutes ces personnes-là, elles ont eu à gérer un pan de l'État. Ils peuvent aussi chacun avoir une idée à donner pour pouvoir apporter la solution à ces problèmes qui gangrènent. Et je vous dis, vous n'avez pas tort que si on est toujours éparpillé, on va nous faire de la guerre, on va nous faire de problèmes, etc. Mais par rapport au bloc pétrolier, il ne s'agit pas de vendre. On a soumissionné ces blocs-là pour que ceux qui en ont la capacité de pouvoir venir explorer et voir dans quelle mesure exploiter viennent nous donner un peu de l'argent frais pour fonctionner et faire fonctionner nos affaires. Et moi, c'est ceux qui pensent que les Américains n'en veulent pas. Oui, mais maintenant là, et puis il faut déjà dire dans la maison, qu'avons-nous comme expertise avérée comme pour contrer ceux-là qui seront en face de nous lorsqu'il faudra négocier les intérêts de la République démocratique. Jeune candidat, on termine ce premier tour sur la question de l'Est du pays. Après l'expulsion, vous l'avez soutenu, peut-être, mais aujourd'hui, le gouvernement l'a fait. J'ai lu ce matin les communiqués
signé conjointement par Macky Sall et Moussa Faki Mahamat, demandant à cesser les faits immédiats. Au-delà de cette déclaration de l'Union africaine, qu'est-ce que Kinshasa peut encore attendre de cette organisation continentale? Et aussi après l'expulsion de Karegeya, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Merci beaucoup. Moi, j'étais toujours de ceux qui pensaient que le départ de Karega n'allait concrètement rien changer. C'est vrai, c'est un langage diplomatique. Pour les diplomates, ils comprennent le sens. Ça veut dire, nous ne voulons plus dialoguer avec vous, nous ne voulons plus parler avec vous parce que vous n'êtes pas digne de confiance. Sur le plan diplomatique, oui. Mais sur le terrain, ça ne change rien. Et déjà, entendre la position du Rwanda par rapport à cette décision du gouvernement congolais, le Rwanda pense que nous n'allons pas répliquer comme l'a fait la RDC. Nous n'allons pas chasser l'ambassadeur congolais chez nous. Vous voyez déjà là où, moi, hier, je disais que chasser Karega ne résoudrait pas du tout le problème dans le fond. Sur le plan de la forme, oui, mais sur le fond de l'affaire, ça ne va pas vraiment résoudre grand-chose. Mais ce sont des langages diplomatiques. Mais au-delà de ça, je suis d'accord avec Eric quand il parle de la théorie du complot. Ça, ce n'est un secret. Nous sommes au centre d'un complot international parce que ceux qui aujourd'hui sont derrière le M23 ou le Rwanda ont besoin de la matière première que nous avons chez nous pour faire tourner leur industrie, leur technologie. Est-ce que qui sont ces Congolais qui peuvent passer dans des médias là où il y a l'opinion publique anglaise, là où il y a l'opinion publique américaine, pour parler de la cause du Congo? Non, mais ça, c'est le travail maintenant. Vous avez suivi le président de la République quand il était au Financial Times. Il a lancé cet appel-là aux compatriotes vivant dans ces pays. Parce qu'à Londres, par exemple, il y a un grand lobby rwandais. Aux États-Unis, au Canada, dans ce pays-là, nos compatriotes, c'est le moment pour eux de pouvoir s'élever pour faire entendre la voix de la RDC. Parce que hier, on disait non, on ne pouvait parler que lorsque les mots étaient plus forts que le silence. Mais ce n'était pas ça la logique du Rwanda. Mais même aujourd'hui, quand vous regardez, en pleine guerre aujourd'hui dans l'Est du Congo, j'ai pris l'habitude, à partir d'aujourd'hui, j'ai commencé à envoyer au ministre de la Communication et Médias toute la communication rwandaise. Dès que je tombe sur ça, je lui envoie pour regarder quelle sera sa réplique, qu'est-ce qu'il va faire en face. Parce que les Rwandais ne se lassent pas d'imaginer de l'intoxication, de la désinformation pour démobiliser les Congolais. Et ils amènent même les militaires à pouvoir faire des déclarations, à pouvoir faire des vidéos. Des vrais faux militaires. Des vrais faux militaires. Comment est-ce qu'un militaire congolais qui fait des déclarations pour dire qu'ils étaient en souffrance, ils ne sont pas approvisionnés, mais derrière, il y a un véhicule qui porte le drapeau rwandais? Comment vous expliquez ça? Alors que c'est pratiquement un militaire dans un véhicule qui est en train de faire repli. Mais comment vous êtes en train de faire repli à côté d'un véhicule portant le drapeau rwandais? Donc, ici, lorsque Eric parle de la non-maîtrise des enjeux, moi je ne dis pas forcément ça. Le ministre de la Communication et Médias maîtrise les enjeux, mais il refuse de monter aussi des laboratoires. Parce qu'il n'appartient pas à nous, journalistes ou nous communicants, de pouvoir nous débrouiller avec nos maigres moyens, l'argent des matembele des enfants, et pour aller monter des laboratoires, comme le fait le Rwanda, pour pouvoir mener la guerre numérique. Donc, il appartient ici à ceux qui nous dirigent, ceux qui dirigent la corporation, de pouvoir imaginer quelle est la communication qui est adaptée par rapport aux circonstances. Les Congolais qui sont dans la diaspora, ils ont besoin d'un coup de pouce. Ils ont besoin d'une motivation. Vous leur dites quoi? Même les éléments du langage. Même les éléments du langage, ils en ont besoin. Ils vont sortir dans la rue, oui. Mais pour dire quoi? J'ai vu un mouvement que j'ai relayé d'ailleurs, des compatriotes, je ne sais pas si c'était dans quel pays, il y avait des femmes dedans et tout, qui ont fait une manifestation justement pour dénoncer ce que fait le Rwanda soutenu par certaines multinationales. Mais est-ce que ça doit s'arrêter là? Moi, je crois que l'impulsion doit venir de Kinshasa. Et c'est là que se trouve le problème. Dadju n'en parlait pas. Hein. Mais c'est ça leur travail. On les a nommés ici ambassadeurs de la RDC. Ils ont des passeports diplomatiques.
Moi, je m'attendais à des chansons patriotiques. Je m'attendais à des manifestations de grande envergure pour faire parler la voix de la RDC. Là où le Rwanda a convaincu le monde que le génocide rwandais coûte plus que les plus de 10 millions de morts du Congo. Merci. On va se limiter là aujourd'hui. On va se limiter là. On va prendre... oui, Eric. Ouais, mais je voulais dire quand même quelque chose. C'est vrai, l'impulsion partira du sommet. Le papa de la nation, c'est Félix Antoine Tshisekedi, qui est le président. Avec lui, parce qu'il est du pouvoir exécutif, il y a un gouvernement. Mais le gouvernement, c'est un corps. Mais encore faut-il que nous aussi puissions jouer notre partition. C'est vrai. Nous le faisons. Oui, nous le faisons. Mais dire que, pour imaginer... Non, vous savez, je l'ai dit et je répète encore. C'était toujours sur votre plateau. Lorsque je vois ma maman être attaquée par un quidam, je ne demande plus qu'est-ce que maman a fait. J'entre et je combats avec l'idée de sauver maman. Tout ici, la maman, tout doit être coordonné. Oui, justement. Ici, la maman, c'est la République démocratique du Congo. Mon aîné ne va pas me contredire. À l'école, on nous a appris, et nous avions lu un livre, La Citadelle. C'est écrit par Antoine de Saint-Exupéry. Il disait, force-le de bâtir ensemble une tour et tu le changeras en frère. La tour ici, c'est la RDC. Chez nous, on se rentre dedans généralement et pour rien. Dis-moi, et je sais que vous êtes du même avis que moi, le garçon qui est aussi parmi nos confrères, qui a distillé un sang de nos compatriotes combattants sur le front, a-t-il bien fait? Nous devons nous aussi décomplexer notre propre population. Nous devons jouer aussi le rôle de la lumière. Ce n'est pas pour rien que nous sommes allés à l'école. Nous sommes allés à l'école justement, non pas pour que il faut que nous puissions éclairer tant soit peu les gens qui nous suivent, les gens qui nous entourent, pour qu'eux aussi puissent adhérer à la même dynamique. Comme ça, notre famille sera forte. Est-ce qu'il y a une communication officielle ou bien il y a une ligne communicationnelle? Ici, ce que je parle, j'échange avec des professionnels. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je perçois. Du Congo, est-ce qu'on a construit une communication du Congo que le gouvernement partage avec son peuple? C'est le plus grand défi que nous avons. Via nous, journalistes que nous sommes. Quel est le discours communicationnel qui est construit? Vous savez, les Rwandais font passer leur thèse. Oui. Il y a eu un dernier rapport de Women Rights International. Et ça, c'est la thèse rwandaise. Nous sommes au Congo parce que notre sécurité est menacée, parce que les Congolais sont aussi avec les FDLR. Mais il n'y a pas une communication claire pour dire que les Rwandais ont toujours occupé notre territoire sous Laurent Désiré Kabila. Ils n'ont jamais exterminé ces FDLR-là. Ils ont été dans une opération conjointe. Oumou Diawetou, ils n'ont jamais. Mais comment nous faisons passer notre communication? Le ministre des Médias a un problème. Il ne faut pas trop les défendre. Non, le problème c'est au-delà de lui. Non, pas au-delà de lui. Oui, il appartient encore, papa. Il organise. Non, il organise un briefing. Non, vous savez, quand je parle de la guerre médiatique, ce n'est pas moi qui me réveille un matin, je commence. Non, ça doit être coordonné. Mais c'est la construction. Pourquoi, oui, il y a un. Mais pourquoi il est ministre des Médias? Supprimons ces ministères. Parce que les briefings là, c'est quoi? Dis, monsieur, tu vas venir au briefing. On donne même à des journalistes, tu vas poser des questions. Non, ça mise pas comme ça non, avec la oui, laissez-moi, je sais ce que ça se passe. Aujourd'hui, nous sommes devant un danger. Il faut comprendre. Et ça, vraiment, je tire l'attention de nous, journalistes. Nous devons savoir. Ici, heureusement, tous, nous avons été à l'école du journalisme. Nous avons tous été formés à l'IFATIC ici. Nous avons eu des théories comme la théorie de la Souel, qui parle de la théorie de la toute-puissance des médias, les rôles que les médias jouent pendant la guerre. C'est comme ça que les journalistes ont été codifiés, 6 questions de référence. Et la Souel a interprété les rôles joués par les médias pendant la Deuxième Guerre mondiale. On utilise les médias. Mais maintenant, surtout ici, moi je tire l'attention aujourd'hui, parce que les ministres se familiarisent même avec nos ennemis. Nos confrères qui travaillent là dans les médias internationaux, et même ne comprennent pas que ces médias internationaux-là ont une ligne par rapport à l'ère diplomatique. Ils sont au service du capitalisme international. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo, face à ces enjeux, doivent comprendre. Comment voulez-vous? Vous allez voir les médias occidentaux, moi je suis. Vous allez voir qu'il n'y a pas la photo de Poutine là-bas. Ah oui. Parce qu'ils savent leurs intérêts. Est-ce que nous connaissons nos intérêts? Parce que bon, vous pitié à la voix de l'Amérique, si RFI on vous donne un 100 francs, vous vous permettez de vous amuser comme ça avec la République. Non, et ce sont là les amis du ministre. Non, ah excusez-moi, ce sont là les amis du ministre, c'est eux qui ont la primaire de l'information pour relayer. Les gens se permettent même de donner la position. Est-ce qu'un média rwandais aujourd'hui, j'ai vu quelqu'un là prendre, je ne peux pas citer les noms de ses confrères, c'est banditisme, là ça n'existe pas, on ne faut pas blaguer avec la République. Prendre même des communiqués du Rwanda, défendre même la position du Rwanda et mettre ça dans notre opinion pendant que nous sommes agressés, pendant que nous allons disparaître. Non, s'il y a une chose qu'on doit prendre au sérieux, c'est la guerre. Même les médias sont tenus à un comportement.
Quand il y avait les problèmes de l'Afghanistan, lui-même, Obama a interdit qu'on puisse publier des photos des militaires américains tués. Est-ce que c'est pour autant qu'Obama était dictateur? Non, un peu de patriotisme. Nos confrères qui travaillent dans les médias occidentaux doivent faire très attention. Nous n'avons qu'un seul pays comme le Congo. Nous sommes tous des journalistes. Nous n'allons pas accepter que ces gens-là puissent faire disparaître les Congo au profit des Rwandais. Démotiver l'armée. Et il y a des gens qui allaient même prendre les coupables chez Karega. On les connaît. Pour faire passer les positions du Rwanda ici. Ah oui. On les connaît. Et ça doit s'arrêter. Et je vais les dénoncer. Nous devons le condamner. Allez, madame, dénoncer. Serge, Je n'ai pas réagi. Voilà. Vous me demandiez une réaction et Eric a pris ma place. Non, moi je dis que ces gens-là sont condamnés. Encore une fois. Non, moi je dis ceci. Si nous parlons de la coordination, c'est très important, cher Eric. Non, nous ne pouvons pas chacun se réveiller un matin et commencer à mener le combat selon lui. Ça ne se passe pas comme ça. Même ailleurs, il y a une coordination. Cher ami, aux États-Unis, lorsqu'il fallait mener la guerre froide, c'est là-bas que la guerre médiatique, la guerre numérique a commencé. Ils ont appris à donner aux journalistes qu'est-ce qu'il fallait dire à l'opinion pour pouvoir gagner d'abord la guerre au niveau de l'opinion. Nous ne pouvons pas nous réveiller, vous dites non, chacun de nous, oui, chacun de nous. Serge Kabongo a posé ces questions-là. Il n'est pas payé pour ça. Vous voyez, mais consciencieusement, il s'est dit, ça c'est ma nation, nous devons parler de ça. Mais lorsque nous parlons de la coordination, c'est quoi? C'est que le ministère en soi, c'est lui qui est comme l'agence conseil du gouvernement en matière de communication. C'est que s'il faut parler stratégie de communication, ça doit venir de lui. S'il faut parler d'un plan de communication, cher Eric, ça vient de lui. Je comprends que lui, il est simplement journaliste, il n'a pas fait la communication. Mais il est entouré de qui? C'est ça aussi le problème. Madame, monsieur, nous disons que nous devons avoir un plan de communication, une stratégie de communication adaptée aux circonstances. C'est ça que nous disons, cher Eric. Très bien, merci beaucoup. Je crois qu'entre le patriotisme et le professionnalisme, le choix est clair. La réponse, c'est le patriotisme. Patriotisme. Allez, on va parler budget. Je crois d'ailleurs, Eric Izami, avec Eric Massimo, comment Wemba. Vous avez beaucoup d'Eric dans la profession. Eric Izami, Eric Massimo, Eric Wemba. Eric Makoulou. Certains ont déjà fui la profession. Izami, je crois que ce budget sera un peu, comme je le dis souvent dans l'émission, indicatif de ce que nous attendons de notre armée. Vous avez suivi le débat général, le Premier ministre qui a fait un exposé, en tout cas, de haute facture. Unanimement, les députés ont salué cela. Il va revenir, je crois, demain. Vos analyses sur les grandes lignes de ces budgets? J'analyse. Je crois qu'il y a quand même trop de propagande aussi. Hein. J'ai vu. C'est l'économie, ce n'est pas l'élite de la propagande. On peut tromper. Les chiffres, c'est l'un des rares débats où les chiffres parlent. Et j'ai constaté quand même, moi j'ai lu, et j'ai des documents. Ils ont eu des documents du travail. Oui. Moi, j'allais amener ça, j'ai oublié ça parce qu'il fallait venir très vite. C'est volumineux. Hein? Un document où je constate que les gouvernements, ce qu'ils disent aux partenaires, c'est autre chose, mais ce qu'ils disent aux Congolais, c'est autre chose. Tenez, Serge, record historique. 14 milliards. Mais moi, je pense que quand ils parlent des records historiques, de quoi veulent-ils parler? Encore que c'est une prévision, quand on parle du budget. Ah oui. Ils parlent des 14 milliards comme record historique. Non, ici, il n'y a aucune prouesse. Et ça, je signe et je persiste. Nous sommes, et dans ces documents, ils disent bien qu'il y a des risques qui peuvent ralentir cette croissance, notamment si les industries chinoises ferment. J'ai les documents. Ça veut dire que les Chinois aujourd'hui achètent nos cuivres, achètent d'autres cobaltes. Et les prix du cuivre et des cobaltes ont augmenté. D'abord des cobaltes, des cuivres, je crois, de 75%. C'est grâce à cette demande internationale qu'il y a cette maximisation des recettes. Donc nous sommes à l'étape de l'économie de cueillette. Donc à tout moment, ça peut... À tout moment, ça peut basculer. Si les matières premières aussi dans le monde. Mais jusqu'à quand la République démocratique du Congo va-t-il demeurer dans cette tendance-là, dans cette croissance que moi j'appelle procyclique, où nous dépendons rien que de nos matières premières? Cette croissance n'est pas inclusive. Parce qu'un gouvernement n'est pas seulement lié de dire les records historiques, c'est que, qu'est-ce qu'on fait? Il y a 3 500 000 jeunes qu'on jette dans le marché de l'emploi chaque année. C'est de donner de l'emploi à ces jeunes. Et ce n'est pas de nous balancer des chiffres. Ça vient des matières premières. Dès qu'il y aura baisse, il y aura ça. Et il faut constater ici que Tshisekedi n'a apporté aucune réforme. La seule réforme qui valent la peine, nous les répétons, nous persistons, c'est celle portée par Joseph Kabila avec des super profits. Mais aujourd'hui encore, ça pose problème. Parce que les miniers considèrent ça comme une punition. C'est même l'enjeu où l'Occident voulait de Kabila qu'il parte
Parce qu'à un moment donné, c'était ces problèmes des codes miniers. Donc, en même temps, quand on dit, bon, écoutez, pourquoi il y a cette augmentation des recettes? Non, ce ne sont pas les mines. Il faut reconnaître aussi qu'on a, je ne sais pas, qu'on a bloqué partout. On a bouché un peu... partout. Oui. Mais moi, j'ai lu ces budgets. Parce que nous ne sommes pas des économistes. Mais nous avons la chance, comme journalistes, de parler avec des personnes ressources. Vous pouvez demander à tous les fiscalistes. Ils vous diront, et ils ne vont pas me contredire, Oui. les seuls indicateurs pour mesurer l'administration fiscale, donc la lutte contre la pauvreté, la lutte contre la corruption, contre la fraude douanière, ça s'appelle pression fiscale. Pression fiscale. Et j'ai lu, la pression fiscale était à 13, ça a augmenté à 14. Seulement 1%. La lutte contre la corruption. Et le bas mot au niveau africain, c'est 20%. 1% seulement. Augmentation d'1%. C'est le même niveau qu'on avait atteint en 2014. Quand les gouvernements Tshisekedi parlent ici des records historiques, c'est faux. Les records historiques, c'est en 2014 avec Joseph Kabila. Où on a atteint... Matata Pogno, Premier ministre. Oui, à Matata Pogno, où on a atteint une croissance. Maintenant, la croissance est de 6,7%, c'est projeté à 7%. Mais à cette époque-là, on avait été une croissance de 9,5%. Donc, on a failli atteindre la croissance à des chiffres. Mais tout ça, c'est quoi? C'est la période où les matières premières, c'est l'économie des caillettes. Quittons cette étape, diversifions notre économie pour donner l'emploi aux jeunes. Vaut mieux les pains que les chiffres. Et j'ai compris par là, et qu'aujourd'hui, au-delà des chiffres et des embellis qu'ils donnent, ils doivent savoir que les 500 francs que les Congolais avaient à l'époque de Kabila, ils pouvaient s'acheter un pain de 200 francs, donner à son enfant un pain de 200 francs, du sucre, et un peu de... Les 500 francs de Tshisekedi, vous achetez les mêmes pains de 200 francs à 500 francs, et Kondi Koutou. C'est ça la réalité. Arrêtons de tromper les Congolais, il n'y a pas de record historique ici. La situation ne va pas avec M. Tshisekedi sur le plan économique. Très bien. Vous m'avez posé la question il y a 2 mois. Quel est le modèle économique de Tshisekedi? Oui. Le budget 14 milliards, point 6, ouais. C'est des prévisions comme on a dit. Encore faut-il mobiliser à gauche et à droite. Nous avons 3 régies financières qui, il faut le dire, tant soit peu avec l'arrivée de cet effort d'informatiser l'administration fiscale, ça a quand même aussi bougé les lignes dans la mesure dans la capacité de capter les subsides à gauche et à droite. Il faut encourager ce qui est fait dans le bon pour avancer. Et le budget, le Premier ministre a dit, ils vont prioriser les secteurs dans lesquels les Congolais attendent de réponses. Là où il y a les secteurs qui porteurs de croissance. Oui. Tout le monde a ces discours-là. Non, maintenant c'est la revanche du sol sur le sous-sol. Mais dans la matérialité de ces faits, ça ne se voit pas dans le budget. Mais c'est comme ça que par ailleurs j'étais un peu pas d'accord avec Wemba quand il disait que non, on se fait des amis d'un ministre. Par exemple, je prends un cas. Il y a le problème de la BIAC, Banque internationale pour l'Afrique au Congo. J'ai posé cette question-là au ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui était devant nous au briefing. La BIAC avait environ 500 000 épargnants. Si chacun est marié, ça fera 1 million de personnes. Et si chacun a 2 enfants, ça fera 2 millions. Ce n'est pas rien. Si on arrive tant soit peu à apporter la solution à ceux-là qui attendent leur argent pendant de longues années, ça sera quelque chose au niveau social. Parce que notre population attend non pas seulement à avoir des gros chiffres, 14 milliards, point 6, mais encore faut-il que nous ayons de la bonne école et que ceux des enfants qui vont à l'école puissent trouver un maître ou un enseignant qui a été payé pour nourrir sa famille, etc. etc. Donc ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est pas un jeu des enfants. On termine le débat avec les budgets, avec vous, cher Eric Izami. Janet Kanida, 14 records historiques. Et je crois, c'est comme on dit, c'est des provisions. Ce n'est pas le gouvernement, c'est vrai que le gouvernement élabore, mais le gros du travail sera fait à l'Assemblée nationale hein, oui. Pour parfaire un peu ces budgets. Mais je crois que la priorité aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut donner du pain aux gens, mais c'est la question sécuritaire. Merci beaucoup, cher Serge. On reconnaît le sérieux d'un gouvernement lorsqu'il arrive à tenir sa promesse. Ce que le Premier ministre a présenté là, c'est une promesse. Est-ce que Sama Lukonde est-il crédible, oui ou non, sur le plan de la réalisation des promesses budgétaires? Mais il l'a fait. Eric Wemba peut répondre. Il l'a fait. Oui, il l'a fait. Il l'a fait. Alors, est-il crédible ou pas? Nous disons tous, il est crédible. Il est crédible, Sama Lukonde est crédible avec son gouvernement. Il a promis de faire un budget de 8 milliards, il l'a fait et il a dépassé.
Alors que l'exercice n'est même pas encore fini. Oui, oui. En septembre, fin septembre. L'exercice, nous sommes fin septembre, le cap était déjà atteint. Donc il est sérieux en cette matière-là. De donner le papier mouchoir à Eric, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Donc, il est en train de prouver qu'il est capable de pouvoir réaliser les promesses budgétaires. C'est une ambition. Il a ambitionné de pouvoir faire 10 milliards, il l'a fait. Aujourd'hui, il ambitionne de faire 14 milliards, 14,6. Moi, je lui fais confiance. Parce qu'il a déjà prouvé de quoi il est capable. J'ai fait confiance à ce gouvernement, à Samalou Condé et au président de la République. Parce qu'ils ont su atteindre ce record-là. Mais aussi, lorsqu'il nous parle de l'atteinte des assignations qui ne soient liées qu'au secteur minier, aux prouesses ou à la réforme de Joseph Kabila. Non, mais attendez, cher Eric. Lorsque vous arrivez à boucher les trous des exonérations qu'on attribuait de manière même illicite, au lieu de ramener l'argent au trésor public, cet argent-là était dans les poches des individus. Quand cet argent-là arrive dans le trésor public, vous pensez que tout ça c'est lié aux mines? Non, pourquoi vous voulez induire l'opinion? Pourquoi vous voulez induire l'opinion dans l'erreur comme ça? Le budget de l'État, non, non, vous avez parlé, j'étais calme. Vous étiez calme. On est en train de clôturer. Si vous répliquez, je vais aussi rebondir. Donc, si aujourd'hui le gouvernement congolais est en train d'atteindre les assignations, il ne faut pas penser que c'est seulement les miniers. Parce qu'il y a aussi l'aspect, ok, on a amené l'argent au trésor. On a déniché, oui, il y a l'argent là-bas. Est-ce que ça arrive au trésor public ou pas? C'est ça aussi la grande question. Est-ce que si c'était sous l'autre époque, tout cet argent des miniers, ça pouvait arriver au trésor public, comme c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que ça n'allait pas dans les poches des individus? Voilà. Donc là, il ne faut pas penser que Tshisekedi n'a apporté aucune réforme, alors qu'aujourd'hui, on sent que l'argent de l'État va dans les caisses de l'État. Mais une fois dans les caisses de l'État, Serge Kabongo, est-ce qu'on va distribuer des enveloppes à chaque famille? La famille de Doudou Moutiri, voici votre enveloppe. La famille de Karinda, voici comme du vaccin. Non. L'argent de l'État va d'abord dans les circuits administratifs. Très bien. C'est qu'on doit payer les fonctionnaires. On doit voir qui servent l'État et qui ne sont pas payés. On les prend en charge. C'est ça le travail du budget de l'État. Au Congo, en face ici, lorsque vous dépassez le 29, vous sentez qu'il y a une crise dans la ville. Mais une fois qu'on paye les gens, vous sentez que la vie reprend. C'est comme ça dans un circuit normal. Même sous d'autres cieux, ailleurs, ça se passe comme ça. Quand on paye les agents de l'État, on paye l'administration, le budget annexe et tout ça. C'est là que vous sentez la vivre. Mais à Kinshasa, il y avait le mouvement de l'argent à tout moment. Merci, parce que ça s'est bien entre les mains des individus. Je ne peux pas en tout cas terminer cette émission sans que je vous accorde la parole pour que vous puissiez témoigner votre soutien à Achille Kadima, lui qui fait face à des menaces de mort de la part de quelqu'un qui a été notre confrère. Et vous de l'UNPC, vous êtes une autorité ordinale, vous n'en parlez pas à l'UNPC. J'aimerais quand même avoir votre avis, même si ça n'engage pas l'Union. Ça n'engage pas l'Union exactement. Nous avons une conférence de presse tout à l'heure, après cette émission, une conférence de presse conjointe de toutes les commissions permanentes de l'UNPC. Je vois que ça sera l'occasion pour moi de pouvoir soulever cette motion-là. Je vais faire comme au Parlement, cette motion-là pour que nous puissions soutenir notre confrère Achille Kadima qui est menacé de mort par un député national. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des gens qui, à cause de leurs intérêts personnels, peuvent s'attaquer aux journalistes allègrement et continuer à vivre comme si de rien n'était. Le Parlement, le président Bosso, doit prendre cette question au sérieux. Parce que si jamais un malheur arrivait à notre confrère Achille Kadima, eh bien, ça sera l'Assemblée nationale avec son député Daniel Safou qui emportera la responsabilité entière. Et nous ne pouvons pas comprendre comment un député national qui est censé faire le contrôle parlementaire devrait normalement s'activer à adresser soit une question orale, soit une motion au ministre, mais lui se donne la peine de passer sur le plateau de télévision pour pouvoir parler de ce que le ministre aurait fait sur les terres du Lualaba. Donc nous pensons qu'ici il est très important pour que la corporation puisse manifester la solidarité envers Achille Kadima et dénoncer ce comportement de Daniel Safou, qui d'ailleurs était l'un de nôtres, mais à cause de sa position aujourd'hui, promet la mort à un journaliste, c'est inacceptable. Eric Sami? Oui, mais en principe, lorsqu'on a gratté dans cette affaire-là, moi je soutiens totalement Achille Kadima, le patron de Africa News. Je soutiens totalement le vieux Achille.
J'aurais voulu qu'au niveau du Parlement, l'Assemblée nationale particulièrement, que l'élu du peuple qui s'en prend à Chikalima puisse activer, parce qu'il y a une question écrite, une question orale avec débat, pour que... Question d'actualité. Oui, par exemple, pour que le membre du gouvernement, je ne sais pas, que ce soit Moulin Losakombi ou quelqu'un d'autre, qui vienne s'expliquer au niveau de l'Assemblée nationale, qui est la représentation de la nation. Si l'autorité au niveau du gouvernement n'est pas arrivée à pouvoir satisfaire aux préoccupations exprimées au niveau de l'Assemblée nationale, ça peut aller au loin jusqu'à atteindre le niveau de motion, etc. Mais ne rien activer là-bas et passer dans des différents médias. Parce que vous savez, l'insulte est à condamner ici et ailleurs. L'insulte, c'est une mauvaise chose. Cette émission n'est pas seulement suivie par nous qui avons un certain âge. Même nos enfants nous suivent. Et moi, à la maison, je dis à mes enfants, Angelo, n'insulte jamais. Ni ici, ni ailleurs. Alors, qui passe à la télé, il injure les non. Mais c'est comme ça que l'honorabilité doit se mériter. Paix à son âme, j'appellerai volontairement Henri Thomas Lokondo Yoka honorable. Papa Kakoma Kiakiziki qui est à la maison honorable. Bienvenue Lyotanjoli, honorable. Je n'en ai pas mauvais sang. D'autres, Délice Sanga, honorable. Il y en a d'autres qui méritent le vocable honorable. Mais il y en a pour qui le mot honorabilité me pose problème. Parce que quand vous promettez la mort, c'est comme ça que je disais tantôt, on se rentre dedans au Congo. Comment construire notre force à l'interne? Un député national qui en veut à être un journaliste, qui n'a même pas une arme, mais à qui il dit, moi j'ai une arme et je vais vous tuer. C'est un père de famille. Merci Eric, je comprends. Qu'est-ce que vous aimez dans notre communauté? L'insulte est mauvaise. Merci beaucoup. Je condamne l'insulte. Merci. Un pays qui a plus de 100 millions d'habitants, 14 milliards, c'est en tout cas rien du tout comme budget. Ça, c'est la vie d'un téléspectateur qui n'a pas donné son nom. Moi, je pense que quand on fait un débat économique, ce sont des chiffres. Ce n'est pas les liens de la propagande. Non. Jenny fait ici, il dit que non, on a bouché des trous. Moi, j'ai démontré, j'ai lu les documents, je devais l'amener, qui démontrent notre pression fiscale. Et c'est l'indicateur pour voir comment est-ce que nous avons lutté contre la fraude fiscale, la corruption, l'argent qui est entré. La pression fiscale n'a augmenté que d'1%, le même niveau qu'on avait en 2014. Ça doit être clair, nous sommes ici dans les chiffres. Et la donc toi tu négliges les 1%. Oui, mais je néglige cela, c'est vraiment marginal. Hier tu l'avais fait. Non, c'est marginal parce que dans les mines, c'est plus de 49%. Ça c'est dit dans les documents. Dans les documents du travail qu'on travaille là-bas. Aujourd'hui, le PIB est à 6,2%. Si c'est qu'il arrive, il trouve ça à 1,5%. Et comment tu parles de comment ça? C'est un indicateur. Quand il parle de l'augmentation des recettes, il se base sur l'augmentation des recettes courantes pour dire qu'on lutte contre la corruption. C'est faux. C'est démontré dans les documents qu'une grande part vient des matières premières. Et ils craignent que s'il y a un ralentissement là-bas, ça va ici. C'est comme ça que le Fonds monétaire international, dans son dernier document, a interdit au gouvernement même d'augmenter les recettes. Parce que rien n'est sûr. Les salaires plutôt. Les salaires. Rien n'est sûr. Ça veut dire que on n'a pas fait un effort. Non, non, ça, tu es simplement alarmiste, cher Eric. Moi, je sais. Non, 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 non. Non, vous êtes alarmiste. Il n'y a pas de débat économique là-dessus. Lorsqu'on regarde la... Est-ce que le gouvernement arrive à atteindre les assignations ou pas? Ça, tu ne peux pas le dire. Il faut aussi dire ça, non? C'est totalement faux. Ici, j'informe l'opinion publique. Il y a un rapport confidentiel du Sénat qui démontre qu'une remise fiscale a été accordée au groupe Glencore. Une remise de plus de 700 millions de dollars, signée par les cabinets Tshisekedi. C'est le plus grand coulage d'ailleurs. Alors qu'ils n'en ont pas la compétence. Toi, tu parles d'un millier. Non, laissez-moi. Tu te contredis, cher Eric. On ne lit pas. Mais tu te contredis, Le Congo, malheureusement, nous sommes dans une optique où nous pensons notre argent. Non, c'est pour des rétrocommissions. D'autres développements, l'argent doit devenir des partenaires. Ça doit cesser. Ça, je dois répliquer moi aussi. Non, non, non. Ici, moi, je suis dans les chiffres. Merci, combien la lutte que vous dites là, des bouchées de trous fait entrer au budget? L'indicateur, on vous a démontré. C'est marginal. La pression fiscale, 1%. C'est marginal, c'est vraiment marginal par rapport à ce qui vient des secteurs miniers. Il y a encore des fuites partout. Il y a encore des fuites. La preuve en est que plus de 700 millions. Le cabinet du président a accordé une remise fiscale au groupe Glencore. Plus de 700 millions. Et je ne sais pas pourquoi Bahati cache ces rapports. Nous allons les publier bientôt là dans notre exclusif parce que nous sommes tombés. Donc vous ne luttez pas là. Il y a vraiment les coulages avec Tshisekedi. Vous ne luttez pas contre les coulages. Il ne faut pas tromper les Congolais. Des journalistes, des analyses et des versions sur le même fait. Je crois qu'il y a quand même du lourd dans ce qu'Eric a dit, tout comme il y a quand même du répondant aussi dans ce que... Bon, non, je n'ai pas encore répliqué. Je n'ai pas encore répliqué. Vous allez répliquer au couloir? Non, non, pas au couloir. Lui, il a répliqué sur les médias.
Sinon, ça ferait deux poids deux mesures. Non, cher Eric, vous savez que le président de la République, en arrivant, il a trouvé la croissance PIB à 1,5%. Ça, tu le sais. Mais aujourd'hui, c'est à 6,7%. Puisque tu ne peux pas le dire parce que tu refuses de le dire, ça, tu dis que la pression fiscale dont tu parles, tu parles de la pression fiscale, oui, ok, pression fiscale, ok, d'accord, pression fiscale, accroissement de 1%. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement a dû réaliser les assignations sans pouvoir réajuster cette pression fiscale? Donc c'est pour te dire que ta théorie ne tient pas. C'est la vérité. Ta théorie ne tient pas, cher Eric. Kabila les mérite dans ces pays. Ta théorie ne tient pas. Il n'avait jamais réalisé un budget de 4 milliards. Kabila a trouvé le budget de ces pays. Kabila n'a jamais réalisé un budget de 4 milliards. Jamais. Kabila de tout son règne. De tout son règne. Kabila a trouvé le budget du Congo. Pas un budget de 4 milliards. 300 millions que Kabila a trouvé. Pas même 4 milliards. Je vous retire la parole. Oui, merci. Eric Wemba, merci. Je vous retire avec autorité la parole. Merci. Merci aussi à Djenet Kalinda. Merci à Eric Izami. On est loin du compte, hein, dans tout ce qu'ils sont en train de dire tous les deux. On est loin du compte. Nous devons faire davantage. Le Congo mérite mieux. Allez, très bien. Madame, Monsieur, on va atterrir sur ce débat. Et je vous rappelle que la situation est toujours sous contrôle. Les forces armées de la République consolident leur position dans cette partie du pays. Et l'armée a besoin de cette union sacrée autour d'elle et pour pouvoir aboutir dehors les agresseurs. Prenez bien rendez-vous avec ces magazines en rediffusion à 18h, R des Bamundema, dans les Sud-Bank. Au revoir.